Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission quotidienne E égale S6. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une émission spéciale portée sur une problématique très en vogue. Que sont les colorants et les additifs alimentaires? Sont-ils dangereux pour la santé et comment sont-ils réglementés? Se nourrir est une action essentielle à l'homme et au cours du temps, il a toujours cherché à varier et à améliorer son alimentation. Pour ce faire, il a trouvé ses ressources dans la nature, puis, avec son développement et les avancées physiques et chimiques, il s'en est servi pour en créer de nouvelles, d'où l'existence des colorants et des arômes d'origine naturelle. Les colorants sont des additifs alimentaires et sont donc ajoutés dans des denrées afin de produire un effet technologique, en l'occurrence la couleur. Les arômes, quant à eux, ne sont pas des additifs alimentaires et peuvent même en contenir. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à un sujet qui nous concerne tous et qui suscite de l'inquiétude chez certains consommateurs. Nous verrons donc dans un premier temps la façon dont les colorants peuvent modifier la perception visuelle des aliments que nous mangeons. Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux arômes et à la façon dont nous percevons ces arômes. Puis, nous envisagerons ensuite leur place dans l'industrie alimentaire et les risques potentiels qu'ils peuvent engendrer sur notre santé. Je vais maintenant accueillir l'un de nos spécialistes en termes d'additifs alimentaires, Étienne Favier. Bonjour Étienne. Enchanté. Bienvenue dans notre émission. Il me semble qu'aujourd'hui vous ne pourrez pas traiter tous les additifs alimentaires. C'est pour ça que vous allez vous concentrer sur les colorants alimentaires et vous nous parlerez également de la perception des couleurs des aliments. C'est exact. Mais vous allez d'abord nous présenter quelques généralités sur les colorants alimentaires. Eh bien, tout d'abord, je vais vous définir ce que c'est qu'un colorant alimentaire. Les colorants alimentaires sont des additifs alimentaires utilisés pour colorer ou rétablir la couleur originale d'une denrée alimentaire, qui aurait été altérée par les procédés de transformation utilisés dans l'agroalimentaire. Tous les additifs portent un code chiffré d'identification. Dans l'Union européenne, il s'agit d'un code composé de la lettre E suivi de 3 chiffres. Si le chiffre de centaine est 1, alors il s'agit d'un colorant alimentaire. Celui des dizaines et celui des unités indiquent la couleur ou la teinte. Les colorants alimentaires sont donc tous des additifs compris entre E100 et E199. Mais quelles sont les origines des colorants alimentaires? Eh bien, il existe 3 familles de colorants alimentaires. Les colorants naturels, qui sont présents dans la nature, ils sont tous d'origine végétale, hormis cochenille, qui est issu d'un insecte. Les colorants de synthèse, qui sont produits de façon industrielle, mais existent aussi dans la nature, c'est le cas de l'extrait de paprika. Et les colorants artificiels, qui eux n'existent pas du tout dans la nature. Si j'ai bien compris, le code européen ne différencie pas les colorants d'origine naturelle ou synthétique. C'est exact. Et les colorants synthétiques sont plus stables et ont une durée de vie plus longue et leurs couleurs sont souvent plus intenses. C'est pour ça qu'ils sont plus utilisés dans l'industrie exact. agroalimentaire. Donc Étienne, pouvez-vous nous dire à quoi est due la couleur des colorants? Eh bien, je vous explique cela tout de suite. La couleur est due aux ondes lumineuses que notre œil perçoit, quand elles sont comprises entre 400 et 800 nanomètres. Le groupe d'atomes responsable de cette coloration s'appelle un groupe chromophore. Ce groupe est le groupement d'atomes responsable de la couleur de la molécule. Il inclut toujours un ensemble de liaisons multiples conjuguées. C'est-à-dire qu'une portion de la chaîne d'atomes alterne entre liaisons simples et liaisons conjuguées. La plupart du temps, une molécule organique qui possède plus de 7 doubles liaisons est un matériau coloré. Cette coloration est due à l'absorption de certaines longueurs d'onde au niveau des doubles liaisons conjuguées. La couleur perçue est la couleur complémentaire de la couleur absorbée. De plus, la longueur d'onde absorbée augmente avec le nombre de doubles liaisons. L'ajout de colorants alimentaires a plusieurs objectifs. Accentuer la couleur d'un aliment pour le rendre plus gourmand ou attirant, comme dans le cas des pâtisseries ou encore des bonbons. Et compenser la couleur d'un produit qui aurait perdu de son intensité du fait de son stockage, d'un traitement particulier, ou de tout autre facteur. Les colorants ont donc principalement un intérêt économique. En effet, le consommateur utilise d'abord sa vue lors du choix d'un aliment. Donc, vous venez d'expliquer que nous avons des goûts différents selon les âges, les cultures, mais la perception influe-t-elle aussi sur ce que nous aimons manger? Ben, bien sûr, et je vais vous expliquer maintenant comment fonctionne la perception visuelle. La vision débute par la formation d'une image sur la rétine grâce au système optique de l'œil. L'ensemble des milieux transparents de l'œil, c'est-à-dire la cornée, le cristallin, l'humeur aqueuse et l'humeur vitrée, est équivalent à une lentille convergente projetant l'image sur la rétine. La rétine humaine, qui est la partie derrière l'œil, est composée de nombreuses cellules photoréceptrices, les bâtonnets et les cônes. Celles-ci sont sensibles aux stimuli lumineux et contiennent des pigments qui absorbent la radiation lumineuse. Les bâtonnets permettent une vision en noir et blanc par faible luminosité, et les cônes, eux, permettent une vision en couleur,
mais nécessitent une luminosité suffisante. Cette absorption entraîne la formation de messages nerveux qui se propagent dans les fibres du nerf optique pour atteindre le cortex visuel primaire, dans le lobe occipital, la partie arrière du cerveau qui traite les informations visuelles. La perception visuelle est l'interprétation de ces messages nerveux par le cortex cérébral. Le traitement des informations visuelles s'effectue selon deux grandes voies, la voie ventrale et la voie dorsale. La voie ventrale est spécialisée dans le traitement de la caractéristique physique d'un objet. Elle intervient dans l'identification de celui-ci et permet de le reconnaître. La voie dorsale, quant à elle, est engagée dans la localisation des objets dans leur entourage. Ces deux voies ne fonctionnent pas de manière indépendante, même si l'information visuelle est découpée en éléments caractéristiques qui sont véhiculés en parallèle jusqu'aux aires corticales, situées notamment dans le cortex frontal, qui les traitent individuellement et coopèrent à la reconstitution d'une image pertinente, unique. Pour prouver que la vue a une influence sur la perception du goût, nous avons réalisé un sondage. Nous avons fait 3 boissons contenant le même dosage d'eau et de grenadine. Nous avons rajouté des colorants rouges dans 2 de ces boissons pour donner l'impression qu'elles sont plus sucrées. Nous avons mis 2 gouttes dans la première et 4 dans la deuxième. Avant d'avoir goûté, je dirais à la couleur que ça doit être soit de la grenadine ou bien un goût fraise. J'irai à la fraise. Laquelle contient le plus de grenadine Je dirais sûrement la première. La troisième. Voici les résultats de ce sondage. Nous pouvons voir qu'à la question quel est le goût de cette boisson, la plupart des personnes ont voté pour le goût grenadine. Quant à la question quelle boisson est la plus sucrée, la grande majorité a voté pour la boisson 3, qui est la boisson contenant 4 gouttes de colorant. Nous pouvons donc dire que les colorants modifient la perception des consommateurs sur les aliments. C'est la raison pour laquelle les industries alimentaires les utilisent. Nous retrouvons tout de suite Hortense Dabourel, notre envoyée spéciale à Bondoufle. Hortense, vous m'entendez ? Oui, non, mais je vous entends. Alors, je suis actuellement au cœur de Bondoufle. Je vais vous faire visiter une usine qui produit des arômes alimentaires. Suivez-moi. Une aromaticienne va vous présenter l'entreprise. Moi, je m'appelle Laure Chappet, je suis aromaticienne dans la société Nactis Flavors qui fabrique des arômes alimentaires et aussi des mélanges technologiques. Nous sommes donc utilisateurs de matières premières aromatiques et aussi d'additifs alimentaires. Alors, nous pouvons répartir les arômes en plusieurs catégories. Déjà, il y a les substances aromatisantes qui sont des molécules chimiques, soit issues de la synthèse chimique, donc c'est une copie de ce qui existe dans la nature, ou bien artificielle qui a été créée par des chimistes. Une substance chimique possède des propriétés aromatisantes. Il y a aussi les arômes naturels qui sont des molécules chimiques extraites d'une denrée alimentaire ou d'un élément naturel historiquement utilisé pour leur extraction. Mais ces arômes naturels doivent être utilisés en plus grande quantité car ils sont moins efficaces, donc on les utilise à plus haute dose que les synthétiques. Les précurseurs d'arômes sont des produits ne possédant pas forcément de propriétés aromatisantes. Ils sont ajoutés à une denrée alimentaire intentionnellement afin de produire une réaction avec les composants de la denrée alimentaire lors de la transformation alimentaire. Par exemple, les arômes de fumée sont obtenus en faisant brûler du bois, en condensant cette fumée. Les sucres réducteurs présents dans cet arôme, tels que le glucose ou le fructose, en sont les précurseurs. Cependant, les arômes que l'on retrouve dans les denrées alimentaires sont le plus souvent synthétiques. Alors, les arômes sont constitués de 3 parties. On a d'abord la partie aromatisante, celle qui apporte le goût et l'odeur. Les additifs qui sont utilisés à des fins pratiques, tels les émulsifiants ou les colorants. On a enfin le support de l'arôme que l'on trouve de façon liquide ou en poudre, qui sont les solvants tels que l'alcool ou le propylène glycol. Merci Hortense, mais qu'est-ce que réellement une molécule d'arôme ? Les arômes sont constitués de molécules simples de faible masse moléculaire se retrouvant à l'état de vapeur à température ambiante, ce qui provoquera au contact de la muqueuse un stimulus.
Tous les constituants volatiles sont des hydrocarbures. Ce sont des composés organiques avec des atomes d'hydrogène et de carbone. Voici par exemple le constituant volatile de la vanille, la vanilline. Elle se présente sous forme de cristaux blancs. Cette molécule a pour formule brute C8H8O3, a une masse moléculaire d'environ 152 g par mol et est soluble dans l'éthanol. Plusieurs étapes sont nécessaires avant d'obtenir cet arôme de façon naturelle. La première étape consiste à plonger les gousses dans un bain d'eau à 65 degrés pendant 3 minutes. Cette étape s'appelle l'échaudage. Le but est de stopper l'activité cellulaire pour éviter le pourrissement des gousses. Ensuite, il y a l'étuvage, qui s'appelle aussi le séchage. Le but est de faire perdre l'humidité des gousses, qui sont égouttées dans des caissons en bois puis disposées au soleil. La dernière étape est l'affinage. Les gousses sont stockées dans des malles de bois où le parfum de la vanille devient de plus en plus subtil. On extrait les molécules aromatiques à l'aide d'un solvant. Les composés alors obtenus sont appelés oléorésines. La molécule de vanilline étant soluble dans ces solvants, elle se retrouve dans la phase organique. On se débarrasse ensuite du solvant par évaporation. Au total, il faut 1 kg de vanille verte pour faire 250 g de vanille sèche. De plus, il n'y a à la fin dans une gousse que 1,5 à 2,5% de vanilline. On a donc dû trouver une méthode de synthèse industrielle plus rapide et moins onéreuse. La première molécule de vanilline synthétisée a été faite par Erlenmeyer à partir de l'eugénol, un extrait de clou de girofle. Elle a aussi été synthétisée par Reimer à partir de guaiacol, extrait de goudron de hêtre. Il s'agit donc d'hémisynthèses. Ce sont des synthèses réalisées à partir de composés naturels possédant déjà une partie de la molécule visée. L'extraction naturelle de l'eugénol étant plus rentable que l'extraction du guaiacol, les premières synthèses n'ont été réalisées qu'à partir d'eugénol. Mais quel que soit le procédé pour l'obtenir, la molécule de vanilline reste identique. Il faut bien distinguer odorat et goût, même si le terme goût englobe ces deux sens quand on parle dans le langage courant. L'odorat permet de détecter les substances chimiques volatiles appelées odeurs présentes dans l'air, alors que le goût est le sens qui permet d'identifier les substances chimiques sous forme de solution grâce à des chémorécepteurs situés sur la langue. La langue humaine peut distinguer seulement 5 qualités distinctes de goût. On a l'acide, l'amer, le sucré, le salé et l'umami. Alors que le nez, quant à lui, peut distinguer parmi des centaines de substances, même en très faible quantité. C'est pendant l'exhalation, par voie rétronasale, que la contribution d'olfaction à la saveur se produit, contrairement à celle de l'odeur qui se produit pendant la phase d'inhalation par voie directe. D'accord, mais comment sont interprétés ces constituants et quels sont leurs chemins dans le système olfactif ? La perception des odeurs commence dans le nez, organe d'olfaction principal. Les récepteurs se trouvent au fond de la fosse nasale. Les récepteurs sont situés dans les cils portés par la muqueuse olfactive que l'on appelle épithélium olfactif. Elle est composée de neurones olfactifs qui sont bien plus sensibles que les gustatifs. Nous pouvons voir une observation au microscope optique de la muqueuse olfactive à l'échelle 1 unité égale 1 micromètre. Les molécules odorantes vont alors se fixer sur les récepteurs olfactifs. Des ions et des éléments chimiques chargés électriquement sont alors échangés au niveau des protéines dans les cils à travers l'os ethmoïde. Cette excitation créée va provoquer un signal électrique qui sera pris en charge par les neurones. On appelle ça la dépolarisation membranaire. Le message chimique va se transformer en un message électrique décodable par le cerveau. Ce signal est acheminé via le nerf olfactif jusqu'au bulbe olfactif. Les neurones possèdent des axones qui sont le réseau principal de transmission du système nerveux. Ainsi, le nerf est constitué de faisceaux d'axones. Pour comprendre, nous allons étudier un neurone sensoriel type. Sur ce schéma, nous pouvons voir le corps cellulaire à gauche, l'axone au milieu entouré de la gaine de myéline et l'arborisation terminale à droite. Le message électrique passe donc par ces axones qui forment le nerf olfactif. Ce message est conduit vers l'amygdale et l'hippocampe. Des processus émotionnels et des souvenirs sont déclenchés car ce sont deux structures qui font appel à la mémoire. Chez l'homme,
Le répertoire des protéines réceptrices ainsi que le nombre de neurones détecteurs est moins riche que celui des animaux, ce qui explique notre sensibilité olfactive plus réduite. Pour résumer, on pourra dire que le système olfactif se distingue des autres systèmes sensoriels par le fait que les aires olfactives appartiennent toutes au système limbique et elles sont fortement impliquées dans les processus émotionnels. Notre parcours de vie, par exemple si nous fumons ou pas, nos capacités olfactives, par exemple l'âge, le nombre de goûts mémorisés, la mémoire olfactive qui est propre à chaque individu, tout ceci influe sur notre perception olfactive. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la visite à Bondoufle vous a plu. Je vous dis au revoir. Merci Hortense pour ce reportage et couvrez-vous bien sous la neige de Bondoufle. Les arômes et les colorants alimentaires sont présents dans la plupart des denrées transformées et ont donc une place importante dans notre quotidien. Mais comment sont-ils réglementés et ces règles sont-elles réellement respectées? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec une experte de l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, Céline Aubertin, que nous accueillons tout de suite sur notre plateau. Bienvenue. En effet, depuis 2008, l'utilisation des additifs et des arômes alimentaires sur le territoire français est régie par des lois européennes qui évoluent avec l'industrie alimentaire et les goûts des clients qui deviennent de plus en plus exigeants par rapport à ces substances. En effet, tous les additifs et arômes alimentaires subissent des contrôles qui soient d'origine naturelle, artificielle ou synthétique. Il faut savoir que les arômes et les additifs alimentaires sont deux catégories bien distinctes d'ingrédients, chacune encadrée par sa propre réglementation. Mais les créateurs de ces substances doivent-ils respecter un processus avant la première utilisation? Oui, en effet, il existe une procédure. Donc les entreprises doivent suivre obligatoirement cette procédure, c'est-à-dire qu'ils doivent fournir un dossier à la Commission européenne de santé qui est composé d'une fiche de données scientifiques concernant la substance. Puis ensuite, le dossier est remis à l'Autorité européenne de santé qui évalue les possibles risques et l'innocuité de la substance pour les utilisations prévues. C'est ensuite à nouveau la Commission européenne qui reçoit le dossier final et qui décide ou non sa mise sur le marché. D'accord. Ainsi, pour résumer, le règlement européen respectif de ces deux catégories d'éléments comporte une liste positive qui regroupe tous les additifs ou arômes autorisés, une autorisation avant commercialisation basée sur la démonstration de la sécurité et de l'utilité de ces éléments, ainsi qu'un emploi qui ne doit en aucun cas tromper le consommateur. Et comment le consommateur est-il au courant des additifs que contiennent les aliments qu'il achète? L'Autorité européenne de sécurité des aliments réglemente aussi l'étiquetage de ces substances. Elles doivent chacune apparaître sur l'étiquetage du produit dans lequel elle est contenue. Pour les arômes, par exemple, les mentions arômes naturels 2 ou extraits naturels 2 doivent apparaître. Et pour les additifs, il y a un code très précis, donc déterminé par la norme européenne. Ce code commence par un E suivi d'un chiffre compris entre 100 et 1500. Ainsi, le consommateur peut être informé de la présence ou non d'un éventuel arôme ou colorant alimentaire dans l'aliment qu'il s'apprête à acheter et puis par la suite à consommer. D'accord, mais les arômes et les additifs alimentaires présentent-ils des dangers pour la santé de leurs consommateurs? Les arômes présents dans les produits que nous consommons sont donc normalement sans danger du fait de leur réglementation qui est supposée être très stricte et très contrôlée, et de leur présence notamment pour les arômes en très faible quantité. Il y a dans nos produits finis seulement 0,02 à 2% de ces substances. Mais la consommation de produits contenant des arômes est-elle réellement sans risque pour l'homme? En effet, non, il y a certains risques, notamment ils peuvent présenter des allergies, car certaines personnes peuvent se révéler allergiques à certaines molécules alimentaires. Les arômes extraits ou synthétisés à partir d'aliments qui sont reconnus comme allergènes peuvent avoir les mêmes effets que ceux-ci. Par exemple, le limonène de formule C10H16
est un hydrocarbure terpénique présent dans de nombreuses huiles essentielles. C'est un agrume présent notamment dans la peau des clémentines et dans d'autres fruits tels que l'orange ou le citron. Celui-ci représente des dangers à l'état pur. C'est une substance inflammable qui peut provoquer des irritations ou allergies cutanées. Elle est notamment nocive pour les organismes aquatiques à long terme et à forte dose. Plus les arômes sont purs, plus ils sont dangereux. C'est la raison pour laquelle les arômes ne sont pas utilisés tels quels dans les aliments. Il y a une étape d'application qui permet d'adapter la formulation de l'arôme au produit fini pour lequel il est destiné. Les additifs, quant à eux, sont bien plus nocifs pour la santé des consommateurs. 1 sur 4 serait en effet dangereux en cas de forte consommation. 90 additifs en question font régulièrement l'objet d'études expérimentales, le plus souvent in vitro, c'est-à-dire un test en tube ou plus généralement en dehors de l'organisme vivant ou de la cellule. Il s'agit en effet de ces 6 colorants fréquemment rencontrés dans les bonbons et sucreries pour enfants. Un conservateur est notamment impliqué dans ces effets secondaires, c'est le benzoate de sodium, un conservateur présent notamment dans des limonades et jus aussi appréciés des enfants. Ces colorants ont notamment fait l'objet d'une étude nommée l'étude Southampton, réalisée par des chercheurs de l'université éponyme au Royaume-Uni qui cherchaient à montrer qu'un certain mélange contenant plusieurs de ces additifs intensifie l'hyperactivité chez des enfants issus de la population générale. Une analyse plus poussée de ces données par un comité d'experts a permis de conclure que l'augmentation du degré moyen d'hyperactivité observée au cours de cette étude était minime par rapport à la variation normale d'un individu à l'autre. Cependant, depuis cette étude, le Parlement européen a promulgué une nouvelle disposition selon laquelle, en présence des colorants utilisés dans le cadre de l'étude, une mention indiquant que ces colorants peuvent avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants doit figurer sur l'étiquette des aliments. Les additifs sont notamment suspectés de déclencher des réactions allergènes comme l'asthme, l'urticaire, ainsi que d'autres effets qui sont plus conséquents sur la santé, les effets cancérigènes ou l'altération du génome. Nous pouvons prendre comme exemple le colorant E124 qui est de couleur rouge et qui est suspecté de déclencher des crises chez les asthmatiques, provoquer de l'urticaire et de l'eczéma, notamment s'il est couplé avec de l'aspirine. En revanche, aucun travail scientifique majeur n'a pu prouver de façon indiscutable ces accusations. Cependant, afin de prévenir ces troubles de la santé, quel que soit le type de colorant utilisé, il est important de n'avoir recours qu'à des doses infirmes. C'est en effet l'excès de colorant qui peut entraîner des effets indésirables. Il est donc préférable de se reporter à la dose journalière acceptable, dite DJA, indiquée par la Commission européenne, en milligrammes par kilogramme de poids corporel. Cette dose est la dose qu'un individu moyen de 60 kg peut ingérer de ces substances sans risque pour la santé. J'ai entendu parler du bleu de patenté comme un colorant assez nocif pour la santé, je me trompe ? En effet, le bleu patenté, dit aussi E131, est potentiellement allergène et cancérigène dû aux résidus possibles de benzène, agent cancérigène démontré. Ce colorant est interdit dans plusieurs pays, en Australie, aux États-Unis, au Canada et en Norvège. Il a une dose journalière admissible qui s'élève à 2,5 mg par kilogramme. Il est présent dans l'industrie dans de nombreux bonbons de grande surface, tels que les bonbons dont les Schtroumpfs notamment. Afin de savoir jusqu'à quelle dose celui-ci est inoffensif et si la dose journalière admissible limite ou non sa consommation, nous allons calculer le nombre de bonbons Schtroumpfs que notre organisme peut ingérer par jour. On prépare des solutions de différentes concentrations à partir de la solution mère de bleu patenté de concentration 1 × 10 puissance -5 mol par litre. On mesure l'absorbance de chaque solution. Nous plaçons les valeurs obtenues dans le tableau suivant. Nous obtenons ensuite la droite d'étalonnage de celle-ci. Après avoir mis des bonbons Schtroumpfs dans de l'eau bouillante afin d'en extraire le colorant bleu, qui est selon l'étiquette du bleu patenté, on mesure l'absorbance de cette solution, qui est donc égale à 0,45.
Puis grâce à la loi de Beer-Lambert, on calcule la concentration de la solution de bleu patenté issue des schtroumpfs, celle-ci ayant une valeur de 2 × 10 puissance -5 mol par litre. On cherche ensuite la masse de bleu patenté dans un bonbon. Celle-ci a une valeur de 0,224 mg. On sait que la masse de bleu patenté ingérable sans risque pour une personne de 60 kg est donc de 150 mg par jour. On calcule pour finir le nombre maximal de bonbons que l'on peut manger par jour en divisant la dose journalière admissible de bleu patenté par la masse de bleu patenté présente dans un bonbon. On peut donc ingérer 670 bonbons par jour, dose à laquelle le bleu patenté est donc inoffensif. Le bleu de patenté semble donc être inoffensif dans les schtroumpfs car le nombre de bonbons qu'il faut ingérer est extrêmement élevé. Cependant, le taux de sucre sera lui un problème que nous ne traiterons donc pas aujourd'hui car ça n'est pas le but de ma venue. Selon la loi, les colorants et les arômes alimentaires présents sur le marché dans des conditions d'utilisation adaptées ne présentent en principe aucun danger pour la santé. Cependant, certains colorants présentent des risques cancérigènes qui n'ont pas pu être scientifiquement prouvés. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur le plateau de E = S6 et on se retrouve tout de suite pour un petit récapitulatif de l'émission. Pour résumer, on a appris que les additifs alimentaires sont des substances naturelles ou de synthèse qui n'ont aucune valeur nutritive, mais qui ont pour les colorants le but d'intensifier ou de modifier la couleur d'une denrée alimentaire. Les arômes, quant à eux, permettent de stimuler ou de favoriser la stimulation du système olfactif. La vue et l'odorat sont très fortement sollicités lorsque nous mangeons. Ces substances sont de mieux en mieux réglementées et ces règles sont de plus en plus strictes afin de mieux répondre à la demande des consommateurs et de mieux les protéger. Les conséquences sur l'environnement sont si minimes qu'elles sont considérées inexistantes. Les colorants, à des doses trop élevées, peuvent être dangereux pour la santé. Et purs, les arômes et les colorants sont dangereux. Mais on pourrait se demander si, en modifiant son alimentation, l'homme ne chercherait-il pas à augmenter le plaisir déjà éprouvé en mangeant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission scientifique E = S6. Merci à tous, merci de nous avoir suivis aujourd'hui et merci de votre fidélité.